La séance est ouverte. Veuillez vous asseoir. Monsieur le procureur de la République, avez-vous des réquisitions? Oui, messieurs les présidents, madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les conseillers, j'ai des réquisitions parce que c'est un honneur et un plaisir sincère que de me lever aujourd'hui devant vous pour requérir à l'occasion de la rentrée solennelle de votre juridiction. Nous partageons en parfaite harmonie la même cité judiciaire, nous nous côtoyons depuis plusieurs mois dans les couloirs, les réunions, les moments de convivialité parfois. Et, faute à la pandémie, je n'avais pas encore eu l'occasion de m'exprimer publiquement devant vous. Je me réjouis donc que cette occasion me soit donnée, d'abord pour saluer l'activité de votre Conseil. Après l'année atypique de 2020, le Conseil de prud'homme de Dijon avait déjà entrepris un redressement notable de sa situation, avec en 2021 un taux de couverture des dossiers de 117%. Il était alors sorti 230 dossiers de plus qu'il n'en était entré. En 2022, cet effort s'est poursuivi avec un taux de couverture de 116% et 872 affaires terminées contre 781 rentrées. L'effet immédiat de ces efforts est une réduction sensible et constante de la durée moyenne des procédures. Quand on sait que le principal grief fait à notre justice est sa lenteur, on ne peut que saluer l'action positive des conseillers prud'hommes qui ont œuvré en 2022. Ils l'ont fait sous votre présidence, M. Bedreddine, et je veux ici rendre hommage à la façon dont vous l'avez menée au cours de l'année écoulée. Cette rentrée est aussi l'occasion pour moi de vous inviter à poursuivre cette dynamique positive en 2023. Vous le ferez avec des conseillers expérimentés et efficients, mais aussi avec l'aide de nouveaux conseillers, nommés très récemment par arrêté pour exercer leurs fonctions en 2023, 2024 et 2025. Ils ont prêté serment ici même, dans cette salle, il y a quelques jours, mais devant une autre juridiction, le tribunal judiciaire. J'ai pu, lors de cette audience à laquelle j'avais également eu l'honneur de participer, louer l'engagement de ces nouveaux conseillers, mais évoquer aussi les obligations et attentes qui pesaient sur eux. Je me félicite que les conseils de prud'homme n'aient pas fait l'objet de critiques acerbes et de remises en question douteuses lors des états généraux de la justice. Ils le doivent à la qualité du travail rendu, à l'exercice harmonieux de la parité et à un sens aigu du service public. Mais ne vous leurrez pas, le moindre faux pas, la moindre polémique, ici ou ailleurs, et je crains davantage l'ailleurs, peut raviver les braises de la remise en cause et rompre les équilibres difficilement acquis. Vous aurez donc à poursuivre, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, votre œuvre de justice dans un exercice juridictionnel à la fois digne, efficace et impartial. Vous pourrez compter sur le ministère public pour vous accompagner et s'il n'est pas au contact direct de votre juridiction à titre habituel, il n'en est jamais loin et se montrera, soyez-en assurés, toujours disposé à développer avec elle toute relation qui serait utile à l'amélioration de la justice dans notre département. J'émets donc le vœu d'une année qui, malgré le nouveau mandat qui s'ouvre, ne soit pas une année de rupture, mais celle de la persistance d'une action résolue en faveur de l'intérêt général et des justiciables du travail. Je vous prie, Monsieur le Président, de dire qu'il soit donné acte de la nomination de 52 nouveaux conseillers suite à l'arrêté ministériel du 2 décembre 2022 et de leur prestation de serment reçue le 9 janvier 2023 pour la plupart d'entre eux. De déclarer installé le nouveau conseil de prud'homme, de constater qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article D 1442-14 du Code du travail et de dire que du tout, il sera dressé procès-verbal. Merci. Monsieur le préfet de région de la Côte-d'Or, Madame la première présidente, Monsieur le procureur général, Messieurs les députés, Monsieur le
le représentant du conseil départemental de la Côte-d'Or, Monsieur le général commandant de la gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté, Madame la première adjointe du maire de Dijon, Monsieur le président du tribunal administratif, Monsieur le président du conseil de commerce, Monsieur et Mesdames les présidents et vice-présidents du conseil de prud'homme, Monsieur le bâtonnier, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les partenaires et collaborateurs de justice, Mesdames, Messieurs, alors, quelques mots sur l'activité du Conseil. En référé, aux procédures d'urgence, le nombre d'affaires en stock est passé de 17 au 31 décembre 2021 à 1 au 31 décembre 2022. En 2022, nous avons enregistré 129 saisies que nous avons rendu 123 décisions. La durée moyenne des affaires terminées, 1,5 mois. Les décisions sont rapides et le stock est parfaitement maîtrisé. Au fond, c'est le principal de notre activité. Le nombre d'affaires en stock est passé de 961 au 31 décembre 2021, 839 au 31 décembre 2022, soit une nouvelle baisse de 12%. Le stock est principalement concentré sur les deux plus grosses sections qui sont le commerce et l'activité diverse. Vient ensuite la section industrie, l'encadrement et enfin la culture, où il est le moins important. Nous avons enregistré 661 saisies, soit 100 de moins que l'année précédente, et nous avons rendu 769 décisions. 74 conciliations totales, soit 10% des décisions. 503 décisions au fond, soit 65% des décisions, dont 29 décisions rendues par le juge départiteur. 192 décisions concernant d'autres fins, désistement, radiation, caducité, jonction, y compris des rectifications de l'erreur matérielle, soit 25% des décisions. La durée moyenne des affaires terminées est de 15,8 mois. Sur les départages, le nombre de saisines du juge départiteur est constant, 29 par rapport à l'année précédente, bien qu'il soit sans aucune mesure avec certaines années où il dépassait 70 par an. Le stock a augmenté de 24 à 39 dossiers. Cette augmentation peut s'expliquer essentiellement par la fin de mandat conseiller. Je remercie les juges départiteurs, Mme Pertuseau et M. Marcel, pour leur intervention. On a eu un événement d'importance à marquer le Conseil de prud'homme en 2022. Ce fut la visite dans le cadre d'une journée nationale de différentes juridictions prud'homales de 2 membres de la Cour des comptes le 15 septembre dernier pour faire un audit de fonctionnement du Conseil, notamment à l'aune de la mise en place et du fonctionnement du nouvel applicatif métier dénommé Portalis. Nous restons dans l'attente du retour des observations de cette juridiction pour l'instant. Le greffe a connu des difficultés en 2022 avec un effectif réduit pendant plusieurs mois, ce qui a engendré des difficultés de fonctionnement au quotidien. À cette occasion, je remercie tout particulièrement Mme Perrault, M. Boulas, Mme Chloé Aguilar pour leur engagement pour le bon fonctionnement du Conseil. Un nouveau directeur de greffe est arrivé le 1er septembre 2022 à la personne de M. Jean-François Gréder, à la suite de la mission effectuée par M. Thib, directeur placé, que je remercie également. En 2023, la présidence générale sera associée par M. Roland Picot. Je le félicite pour son élection et je tiens à le remercier pour toutes les apportées durant ces 2 années passées ensemble et surtout ce soutien dans des moments très difficiles. Madame Juliette Deharo assurera la vice-présidence.
nos élections auront également permis de renouveler les membres de la formation de référé à hauteur de 16 conseillers pour chaque collège. Monsieur le directeur de greffe précisera tout à l'heure le résultat des assemblées de section. Je félicite tous les élus et les assure de notre soutien pour une nouvelle année. En conclusion de mon propos, je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je déclare installer le nouveau conseil de prud'homme de Dijon. Je constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article D 1442-4 du Code du travail et dit que tout sera dressé procès-verbal. Monsieur le procureur de la République, avez-vous d'autres précisions? Comme vous venez de l'annoncer, Monsieur le Président, je vous requiers de demander qu'il soit donné lecture des résultats des élections issues de l'Assemblée générale et des assemblées de section du 10 janvier dernier. Monsieur le directeur de greffe, veuillez donner lecture du procès-verbal de réception, lecture du résumé des élections. Merci, Monsieur le Président. L'Assemblée générale et les assemblées de section du Conseil de prud'homme se sont tenues le 10 janvier 2023, conformément à l'article L 1423-3 du Code du travail. Ont été élus au cours de celle-ci président du Conseil de prud'homme, M. Roland Picot, pour le Collège des employeurs. Vice-présidente du Conseil de prud'homme, Mme Juliette Deharot, pour le Collège des salariés. Pour la section commerce, président, M. Dominique Galland, pour le Collège des employeurs. Vice-président, M. Joël Dufour, pour le Collège des salariés. Section encadrement, président, M. Roland Picot, Collège employeur. Vice-président, M. Didier Simoncini, Collège salarié. Section industrie, présidente, Mme Sandrine Barras, Collège salarié. Vice-présidente, Mme Sandrine Vanet, Collège employeur. Section activités diverses, président, M. Philippe Roppers, Collège employeur. Vice-présidente, Mme Muriel Cadouot, Collège salarié. Et enfin, section agriculture, présidente, Mme Claudine Petit, Collège salarié. Et vice-présidente, Mme Christine Dautin, Collège employeur. Je vous remercie, Monsieur le directeur de greffe, de la lecture du procès-verbal. Nous allons procéder à l'échange des médailles. Donc je passe la parole à M. Picot, président nouvellement élu. Qui prend ses fonctions. Mesdames, Messieurs, cette année marque le début pour les conseils de prud'homme d'un nouveau mandat d'une durée de 3 ans et l'entrée en vigueur d'une actualisation nationale du nombre de conseillers. À Dijon, le nombre de postes passe de 106 à 118, soit une progression de 11%, avec en particulier une forte augmentation en section activités diverses et commerces. 110 conseillers viennent d'être installés, 8 postes sont pour l'instant vacants. Cette audience solennelle est l'officialisation de leur prise de fonction, notamment pour les nouveaux conseillers qui ont prêté serment le 9 janvier. Parmi ces 110 conseillers, 46 occupent pour la première fois cette fonction de conseiller de prud'homme, soit un taux de renouvellement de 41%. Cette augmentation du nombre de conseillers est la bienvenue. Nous allons adapter notre fonctionnement en conséquence avec notamment des audiences supplémentaires en activités diverses. Ces moyens supplémentaires seront pleinement au service des justiciables si nous disposons également de greffiers en nombre suffisant. Le greffe du tribunal judiciaire met à la disposition de notre conseil 3 greffiers, mais une personne est actuellement absente depuis septembre. La fin d'année a été compliquée et nous devons à l'engagement de Mme Pérou et de M. Boulas la satisfaction aujourd'hui d'avoir passé ce cap sans encombre.
Au nom de tous les conseillers, je les en remercie. À cette occasion, j'ai une pensée pour Mme Arienta. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Même si nous avons aujourd'hui un greffier placé en renfort par la Cour d'appel, dont je remercie Mme la Première Présidente pour cette décision, cette solution n'est pas pérenne. Je sais, Monsieur le Président du tribunal judiciaire et Madame la directrice de greffe, que vous êtes mobilisés sur la recherche d'une solution. Nous comptons sur vous pour que la situation se stabilise, pour poursuivre notre activité avec les 3 greffiers nécessaires à notre fonctionnement. Pour cette année 2023, je vais m'attacher à plusieurs missions. La première sera de favoriser l'intégration des nouveaux conseillers. Ils ont prêté serment de remplir leur mission avec zèle et intégrité et de respecter le secret des délibérés. Des exigences découlent de ce serment. Exigence d'avoir une considération égale pour chaque justiciable et de faire, par notre réserve et notre discrétion, la preuve de notre attention à l'image de la justice. Exigence de rendre nos décisions dans des délais raisonnables, dans le respect des règles de procédure et sans manquer à notre devoir d'écoute du justiciable et de son conseil. Exigence de fonder nos décisions en droit et en fait, à les expliquer clairement et à répondre à toutes les demandes. Exigence aussi de motiver nos décisions dans leur rédaction pour la bonne compréhension des justiciables. Les nouveaux conseillers doivent donc être accompagnés dans leur prise de fonction pour respecter toutes ces exigences. Deuxième mission est de sensibiliser sur nos obligations déontologiques. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président du tribunal judiciaire, Monsieur le procureur de la République, lors de l'audience de prestation de serment, nous rendons la justice au nom du peuple français. Nous sommes soumis à des obligations déontologiques. Nous devons exercer nos missions en toute indépendance, sans parti pris, avec un comportement de nature à exclure tout doute et à inspirer la confiance. Nous devons bien évidemment nous abstenir de siéger dans les cas légaux prévus par les textes. Mais nous devons aussi nous interroger, pour chaque affaire, sur l'absence de tout lien avec les parties, soit à titre individuel, soit du fait de liens familiaux, amicaux ou professionnels. Si nous avons un doute quelconque, il convient de s'abstenir de siéger. Au-delà des textes, nous devons être vigilants sur l'image que nous donnons aux justiciables. Ce point me paraît important pour accompagner tous les conseillers, et notamment ceux qui ont exercé ce mandat pour la première fois. Je serai disponible pour répondre à toutes les interrogations sur ce point, avec la volonté permanente d'accompagner et de sensibiliser. Troisième mission, rendre des décisions dans des délais raisonnables. Nous devons rendre nos décisions dans un délai maximum de 3 mois. Ce délai maximum de 3 mois est un impératif sous le contrôle des chefs de cour. Mais notre organisation au sein de chaque section doit nous permettre de remettre les décisions à disposition dans un délai plus court et raisonnable de 2 mois. Les 3 mois maximum doivent rester l'exception. Il faut respecter ces délais sans se laisser la possibilité de proroger nos décisions, dispositif qui doit rester l'exception. Respecter la date communiquée aux justiciables fait partie, à mon sens, des exigences que nous devons avoir. Quatrième mission, communication régulière. Ce nouveau mandat, avec plus de 40% de nouveaux conseillers, doit donner lieu à des contacts réguliers avec le président et vice-président de chacune des sections pour traiter toutes les difficultés qui pourraient subvenir. J'aurai l'occasion très prochainement de leur faire des propositions pour qu'ils disposent d'une information régulière sur la vie de leur section. Bien évidemment, je serai à l'écoute de tous, dans le respect des prérogatives de chacun. Je suis aussi attaché à de très bonnes relations avec le barreau. Je sais, Monsieur le bâtonnier, que vous êtes particulièrement attaché à notre juridiction et je vous en remercie. Pour conclure, je tiens à remercier et à féliciter le président Brahim Bredeli pour son action au cours d'année 2022 et des propos qu'il a tenus à mon égard dans son intervention. Je remercie notre directeur de greffe, M. Glader, dont nous apprécions déjà la compétence et la disponibilité. Je remercie l'ensemble du personnel du greffe pour le travail accompli. Je remercie les juges départiteurs, Mme Pertuiseau et M. Marcel pour leurs interventions. Je félicite Mme De Haro pour son élection à la vice-présidence générale du Conseil. Je félicite également les présidents et vice-présidents de section dans leur élection. Et vous, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne année 2023. Monsieur le procureur, avez-vous d'autres réquisitions? Hormis de souhaiter à votre conseil une belle année judiciaire 2023, je n'ai pas d'autres réquisitions, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence à notre audience solennelle de rentrée du Conseil de prud'homme. Je vous confie tout à l'heure, après les audiences de rentrée qui vont suivre,
à la réception qui sera donnée. L'audience est levée. Très bien. Je déclare ouverte l'audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce. Monsieur le préfet de région, Madame la première présidente, Monsieur le procureur général, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les responsables des services de l'État, Mesdames et Messieurs les personnalités civiles, militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs les membres des professions juridiques et judiciaires, Mesdames et Messieurs, nous vous remercions chaleureusement de votre présence à nos audiences de rentrée commune, ce qui témoigne de votre attachement et de votre intérêt à nos juridictions. Nous y voyons une marque de reconnaissance du travail accompli quotidiennement au service des justiciables et que l'ensemble du tribunal reçoit comme un encouragement dans les missions qui lui incombent. La rentrée solennelle de la juridiction commerciale reste le moment privilégié pour dresser un bilan de l'activité de l'année écoulée, vous rendre compte des faits marquants qui en auront jalonné le cours et vous exprimer une partie de nos réflexions quant au fonctionnement de la juridiction commerciale. Je vous propose d'en prendre dès à présent connaissance en confiant la lecture et les commentaires d'une synthèse des statistiques de notre activité à M. Hervé Fèvre, président d'audience en contentieux et président de la Chambre des sanctions, remplaçant Mme Christine Rosely empêchée, et M. Cyril de Crépy, vice-président et président de la Chambre des procédures collectives. M. Fèvre, vous avez la parole. On va commencer par quelques chiffres. Nombre d'affaires enrôlées en contentieux en 2022, 258 contre 278 en 2021, donc moins 7%. Le nombre de jugements rendus en 2022, 273 contre 371 en 2021, soit moins 26%. Ordonnance de référé 76 en 2022, 93 en 2021, moins 18%. Ordonnance d'injonction de payer 904 en 2022, 616 en 2021, plus 47%. Le taux d'appel concernant le contentieux et référé est inférieur à 12%, ce qui est dans la moyenne nationale, puisque la moyenne nationale des tribunaux de commerce doit être autour des 11,4%. Concernant les ordonnances, on a eu sur les jugements rendus 73% de confirmation de nos jugements, confirmation totale ou radiation, 14% de confirmation partielle et 13% d'affirmation. Concernant les délais de plaidoirie, par exemple, pour une affaire enrôlée, pour une affaire clôturée ce jour, le délai de plaidoirie, l'affaire serait plaidée le 23 mars, soit un délai actuel de 2 mois. Le délai moyen de rendu des jugements, à compter de la date de plaidoirie pour 2022, a été de 176 jours. Je vais vous parler également des conciliations, généralement des modes alternatifs de règlement des litiges, les MARD. Depuis quelques années, le tribunal peut orienter les parties vers un conciliateur. Plusieurs juges du tribunal ont été formés à la conciliation et nous sommes tous convaincus des bienfaits des modes variables des règlements de litige. Nous nous apercevons qu'il y a un nombre croissant de dossiers pour lesquels des renvois sont demandés en attente d'un accord.
ce qui confirme une augmentation des médiations effectuées par les avocats avant l'audience de plaidoirie. L'issue d'une conciliation, d'une médiation, quand elle est positive, est négociée et consensuelle, satisfaisante pour chacun. Le futur entre les parties est préservé, ce qui est essentiel dans le domaine du commerce. Le tribunal de commerce de Dijon est convaincu que c'est un vrai enrichissement à la réponse judiciaire, que c'est une justice beaucoup plus moderne, efficace et humaine. Concernant l'interactivité du jugement, certaines audiences sont réalisées en interactivité, principalement pour les dossiers complexes ou regroupant de nombreuses parties. Avoir pour le juge une connaissance du dossier en amont et exposer les faits, prétentions et moyens permet d'avoir plus de temps pour échanger avec les parties et leurs conseils sur la base de questions préparées à l'avance. Cela favorise la clarté des débats et rend plus aisée la décision à rendre. Concernant les sanctions, 18 affaires ont été plaidées en 2022, contre 16 en 2021. 16 demandes de sanctions sur requête de M. le procureur, 2 demandes de complément de passif sur assignation du liquidateur. Ont été prononcées en 2022 une interdiction de gérer, une faillite personnelle et 2 jugements de rejet d'une demande de sanction. 14 affaires ayant été plaidées en novembre dernier, les jugements concernant le solde des affaires 2022 seront rendus en 2023. Cette année, 3 juges nouvellement élus vont rejoindre la Chambre du contentieux général. Nous saluons ces nouveaux juges qui intègrent notre juridiction ce mois-ci et qui vont contribuer à la justice économique de notre pays. Nous leur souhaitons la bienvenue et les assurons de notre soutien et de notre aide pour que leur intégration soit rapide et efficace. Je souhaite m'adresser aussi à l'ensemble des juges de la Chambre du contentieux et les remercier pour leur investissement. Vous prenez du temps sur votre activité professionnelle et familiale pour faire vivre la justice économique de notre territoire. Vous avez la vocation à servir bénévolement l'institution judiciaire, souvent critiquée. La critique est plus facile que la pratique. La critique, c'est le rôle légitime de nombreux acteurs de notre société, même si l'on peut souhaiter tout aussi légitimement que ces critiques soient intelligentes, constructives et liées à la prise en compte des moyens qui nous sont alloués. Pour 2023, nous appelons de nos vœux de recevoir de la bienveillance, de la gratitude, le soutien de l'institution et de notre greffe. Merci. Très bien, merci Monsieur Febvre. Monsieur Cyril de Crépy, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Pour la Chambre des procédures collectives, en 2022, nous pouvons noter 15 ouvertures de conciliation, soit une explosion du chiffre, parce que nous sommes à plus 400% de l'année précédente. 29 ouvertures de mandat ad hoc, soit une évolution de 241%. Sur les jugements d'ouverture de procédure collective, on peut noter au total 256 jugements d'ouverture de procédure collective, sur une augmentation de 46%, avec une explosion également des jugements d'ouverture de liquidation, 193 pour 61%. Les ordonnances du juge commissaire, 555, là c'est un net repli de 40%. Sur les décisions de jugement de procédure collective, les chiffres ne sont pas réellement significatifs. Les sanctions, on en a parlé. Les chiffres évoqués ci-dessus, notamment ceux des liquidations judiciaires, sont le revers du quoi qu'il en coûte, qui a heureusement permis à l'économie française de traverser la crise Covid. Toutes les entreprises ont été indistinctement aidées, permettant à celles dont les résultats apparaissaient déjà trop fragiles pour perdurer, de proroger de quelques mois leur activité. La moitié des procédures collectives de 2022 concernent les secteurs du commerce, de la construction et de l'hébergement-restauration. Nous ressentons une augmentation conséquente des demandes d'ouverture de procédures collectives qui reste cependant à ce jour inférieure au niveau d'avant 2019. La Chambre de procédure collective, à l'instar du tribunal de commerce, est composée de chefs d'entreprise élus qui font le sacrifice régulier d'un temps de travail rémunérateur dans leurs entreprises pour participer bénévolement à l'intérêt général et dont la seule rémunération est la fierté de participer au maintien de l'ordre public économique. Maintien qui nécessite une mise à jour régulière des connaissances dans l'environnement législatif et mouvement. À titre d'exemple, la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a créé un nouveau statut de l'entrepreneur individuel. À partir du 15 mai 2022, l'entrepreneur individuel dispose de 2 patrimoines, un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel. L'objectif du législateur est d'assurer une meilleure protection du patrimoine personnel en cas notamment de difficultés économiques. En cas de difficulté, et lorsque l'entrepreneur individuel sollicite l'ouverture d'une procédure collective,
le tribunal saisi doit examiner si le patrimoine professionnel est en état de cessation de paiement. Mais le tribunal doit aussi examiner si le patrimoine personnel n'est pas en situation de surendettement, c'est-à-dire dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. L'appréciation des difficultés des patrimoines sera compliquée avec les biens mixtes. Cette appréciation sera également compliquée en cas de créanciers qui peuvent poursuivre sur les deux patrimoines. Si seul le patrimoine professionnel est en difficulté, la procédure collective ne concernera que ce patrimoine. Si seul le patrimoine personnel est en difficulté, le tribunal devra inviter l'entrepreneur à saisir la commission de surendettement. Si les deux patrimoines sont en difficulté, alors en principe, deux procédures coexisteraient, l'une au tribunal de commerce et l'autre devant la commission de surendettement, ce qui ne serait pas sans poser de problème de coordination si les issues différentes étaient décidées. Redressement d'un côté, liquidation de l'autre par exemple. Mais le plus souvent, en réalité, le tribunal aura à connaître les deux patrimoines dans le cadre d'une seule procédure collective, qui sera alors bipatrimoniale lorsque les deux patrimoines rempliront les critères d'ouverture précités. En effet, de nombreuses exceptions conduiront à ce résultat. Si l'entrepreneur a cessé son activité, oui d'ailleurs en cas de prononcer la liquidation judiciaire qui entraîne de plein droit à la cessation d'activité, si les créanciers ont un droit de poursuite sur les deux patrimoines, tels certains créanciers institutionnels, si les créanciers ont un droit de poursuite sur deux patrimoines en cas de renonciation de la séparation des patrimoines par l'entrepreneur individuel. En pratique, le tribunal ne devrait avoir à connaître en très grande majorité que des procédures collectives portant sur les deux patrimoines. Finalement, les exceptions prévues par le législateur semblent conduire au résultat inverse de ce qui était recherché, à savoir une meilleure protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Ne fallait-il pas, tout simplement, interdire la création de nouvelles entreprises individuelles pour imposer l'exercice de toute nouvelle activité en société de l'aide plus protecteur? L'application de cette fausse vraie bonne idée est dévolue aux magistrats du tribunal de commerce qui savent pouvoir compter sur l'aide efficace des collaborateurs du greffe et surtout sur les administrateurs et mandataires judiciaires, précieux auxiliaires qu'il convient également de remercier comme il se doit. Je tiens également à remercier le procureur de la République adjoint Pascal Labonne, sur qui nous savons pouvoir nous reposer et qui nous démontre, audience après audience, sa virtuosité à se déplacer sur la gamme qui va non pas du grand sourire aux larmes, mais de la fermeté la plus stricte à l'humanité la plus infinie. Enfin, et bien naturellement, je remercie les présidents d'audience, juges et juges-commissaires qui composent cette chambre des procédures et soutenu l'hommage qu'il aurait rendu dans le projet de création du tribunal des affaires économiques non écheminées qui devrait élargir leurs compétences, quelle que soit la priorité. Très bien, merci Monsieur de Crépy. Maintenant, Monsieur le procureur de la République, avez-vous des observations à formuler? Évidemment, Monsieur le Président, j'ai des réquisitions à formuler à cette audience qui m'est effectivement chère, vous le disiez tout à l'heure. Cette audience du tribunal de commerce à laquelle je m'efforce d'assister à chacune des audiences de procédure collective et puis également aux audiences du tribunal de commerce spécialisé, puisque celui-ci a été saisi ces derniers temps à différentes reprises. Et pour chacun de ces dossiers, d'ailleurs, M. le procureur général, j'informe régulièrement le parquet général de ces dossiers parce que je sais également que ça peut vous intéresser sur l'ordre public qu'il y a et les difficultés qui peuvent se trouver jour, notamment dans notre département. L'activité du tribunal de commerce en matière de procédure collective, et ce pourquoi j'interviens, est une activité qui est effectivement dense. Les dossiers se sont bien évidemment raréfiés depuis la période Covid. Nous pensions effectivement que les choses iraient comme ça jusqu'à la fin de l'année 2022. Dans cette fin d'année 2022, nous avons eu une augmentation des dossiers. Et puis on voit bien que le début de l'année 2023 est sur le même rythme. Et je pense que en 2023, on risque de retrouver les mêmes chiffres que l'on avait en 2019. Activité lourde avec un engagement constant du tribunal de commerce dans ces procédures, et je tiens à le souligner, parce que vous êtes toujours effectivement présent avec toujours des conseils avisés pour les chefs d'entreprise, et puis mesdames et les mandataires avec qui j'ai le plaisir de travailler dans cette juridiction, je vous remercie pour le travail que vous faites auprès de ces entreprises, que ce soit les administrateurs judiciaires, que ce soit les mandataires. On a effectivement une grande qualité de service pour les entreprises et cela est tout à fait confortable, et notamment pour les plus grosses d'entre elles qui viennent déposer le bilan chez nous avec parfois de grosses difficultés. Donc un travail qui est tout à fait positif dans cette juridiction avec, vous le soulignez tout à l'heure, M. de Crépy,
des juges consulaires qui sont bénévoles, qui sont engagés dans leur juridiction avec les difficultés évidemment qui sont liées aux temps actuels, difficultés des entreprises que vous avez tous à titre personnel, parce que l'époque est difficile, et malgré cela, un engagement constant pour les juridictions. L'an passé, lors de cette même audience solennelle de rentrée, je disais aussi que j'attachais de l'importance sur le fond, parce que ce n'est pas les procédures dans lesquelles j'interviens, mais sur le fond, il faut effectivement essayer de réduire vos délais de délibérés qui sont toujours trop longs. Mais c'est quelque chose d'important. Vous savez que c'est quelque chose qui me préoccupe et je vous l'indique régulièrement. Ça préoccupe encore plus la Cour. Mais, et c'est de toute façon récurrent dans toutes les cours d'appel. Mais il est important de faire un effort. Alors cette année, vous avez 3 nouveaux collègues. Eh bien, ils vont être mis à la planche, si vous me permettez cette expression un peu triviale, parce qu'il y a du travail et qu'il faudra bien évidemment sortir ces dossiers. Moi, je travaille surtout avec 2 chambres. Monsieur Fay, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons le plaisir de travailler ensemble sur la chambre des sanctions. J'ai toujours effectivement une excellente écoute de votre part, mais également de vos collègues. Vous faites effectivement un travail sérieux et conséquent en la matière. Et je vous en remercie. Il est important lorsqu'on vous saisit qu'il y ait des sanctions qui tombent lorsqu'elles le méritent. Et bien souvent dans les dossiers avec lesquels je vous saisis, j'estime qu'elles le méritent. C'est important. C'est important parce que toutes les sanctions commerciales ne sont pas prononcées en correctionnel. J'ai eu hier un grand plaisir à une audience correctionnelle dans cette même salle où j'ai obtenu 10 ans d'interdiction de gérer et 100 000 € d'amende. Donc j'ai été extrêmement satisfait. Ça le méritait. Hein. Et c'est toujours satisfaisant de ne pas venir pour rien. Et lorsque je vous sollicite et que je vous requiers, c'est parce que j'estime que les entrepreneurs ont été largement défaillants, peu responsables de leur métier de chef d'entreprise et peu responsables dans le cadre de la procédure de dépôt de bilan qu'ils ont adressé ou pour lesquels ils sont contraints, puisqu'on a quand même beaucoup de procédures qui sont assignées par les impôts ou le SAC. Voilà, moi je tiens à saluer les bonnes relations que j'entretiens avec votre juridiction, tiens à saluer votre engagement. Je vous dis encore, une fois encore, il faut améliorer vos délais. Mais c'est vrai. La performance des juridictions, c'est aussi, et c'est surtout, quelle qu'elle soit, les délais dans lesquels on rend les décisions. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je tiens. Voilà. Mais pour le surplus, je sollicite et je requiers que l'année 2022 soit close, que vous ouvriez l'année 2023 et que de mes réquisitions soient dressées de procès verbal avec votre audience. Très bien, merci beaucoup, monsieur le procureur. Alors avant tout et à nouveau, je voudrais remercier les 28 juges composant le tribunal de commerce de Dijon pour leur travail remarquable, leur abnégation, leur solidarité tout au long de l'année judiciaire 2022. Pendant le Covid, ils avaient été très présents malgré l'urgence dans leur société. Ils le sont toujours dans un climat économique très anxiogène et très prenant dans la gestion de leurs entreprises. On ne remerciera jamais assez le dévouement de ces femmes et de ces hommes à qui on demande énormément, en oubliant souvent qu'ils sont bénévoles et qu'ils assument avec constance et abnégation le cumul de cette fonction chronophage avec la gestion de leur entreprise, et ceci bien souvent au préjudice de leur vie professionnelle et familiale. Il est à noter que si nous avons certaines fois quelques reports de délibérés, ce n'est pas de moyens financiers qu'il nous manque, mais de temps disponible. Il est également à noter que le délai moyen entre l'assignation et le rendu du jugement au tribunal de commerce est très souvent inférieur si l'on tient compte des mêmes critères à ceux d'autres juridictions. Monsieur le garde des Sceaux a rendu dans ce sens un vibrant hommage à la justice commerciale le 5 janvier dernier, mais nous y reviendrons plus tard. Je voudrais également féliciter nos 3 nouveaux juges, messieurs Le Borgne, Godefroy et Franck, élus en novembre dernier et qui ont été installés juste avant cette audience solennelle. Leur qualité saura, à ne pas en douter, faire d'eux d'excellents juges. Également tous nos remerciements à Madame Lecomte, messieurs Vario et Robin,
qui ont cessé cette année pour différentes raisons leur mandat de juge. Je voudrais également remercier de la part de tous les juges, à mon tour, le parquet et le parquet général pour tout le soutien qu'ils nous apportent au quotidien pour soulager certaines fois nos conditions de travail qui ne sont pas toujours confortables. Je voudrais saluer ici publiquement Monsieur le procureur de la République, Monsieur Karakoch, et Monsieur le procureur adjoint, Monsieur Lavenne-Colin. Après quelques calages, je peux affirmer que notre cohabitation fonctionne parfaitement, en toute indépendance et dans un seul souci, rendre la justice commerciale le plus efficacement possible, dans un souci permanent d'équité, d'exigence, de sérénité et de moralité. À notre congrès national des tribunaux de commerce à Paris fin novembre, nous avons écouté avec une grande satisfaction M. le vice-procureur de Paris, chargé des affaires économiques, M. Stéphane Almacéanu, également membre des États généraux de la justice, déclarer toute sa reconnaissance aux tribunaux de commerce, ainsi que la qualité des jugements rendus par les juges consulaires, qui sont pour lui irremplaçables de par leur appréciation juridico-économique des affaires qu'ils ont à traiter. Parlons désormais de la situation économique et de ses conséquences sur la vie des entreprises. Nos entreprises subissent depuis 5 ans les vagues successives de crises inédites que sont les gilets jaunes, le Covid, la pénurie de matières premières, la crise écologique, la guerre, les incertitudes géopolitiques, la crise de l'énergie, l'inflation avec la hausse des taux d'intérêt, la pénurie de main-d'œuvre. Ouf! C'est unique dans notre histoire moderne et nous sommes tous respectueux de la résilience des entreprises et de ses dirigeants. Cela fait 2 ans que l'on nous promet un tsunami de faillite, mais il n'a pas lieu et rien ne laisse présager qu'il va survenir, même s'il existe évidemment énormément de difficultés qu'il convient de ne pas minimiser. Monsieur le vice-président vous a présenté l'activité de la Chambre de procédure collective. On y constate, j'y reviens, par rapport à l'année de référence 2019, parce que 20 et 21 n'étaient pas vraiment des années de référence, une baisse des redressements judiciaires de 50%. Même s'il y a une remontée de ces procédures, rien de bouleversant aujourd'hui. Une hausse des liquidations judiciaires et des liquidations judiciaires simplifiées, respectivement de 35 et 38% par rapport à 2019, ne concerne principalement que des TPE et petites PME à l'effectif salarié minimum. Peut-être faut-il y voir un début d'apurement des sociétés sous perfusion dans la période Covid et qui étaient destinées à disparaître. Une hausse des injonctions de payer pour retrouver le niveau de 2019 traduit certainement une tension plus importante des trésoreries des entreprises, mais la masse de liquidités injectée dans l'économie reflétait-elle une situation normale? Nécessaire certainement, durable certainement pas. Alors vous me direz où est le problème? Eh bien les motifs d'inquiétude sont nombreux. Tout d'abord, le niveau d'endettement des entreprises n'a jamais été aussi élevé. S'il s'agit d'endettement pour générer des investissements productifs souhaités et créer de la valeur ajoutée, ce serait plutôt rassurant. Mais la masse des PGE endettement subi par les entreprises s'ajoute à l'ensemble des autres dettes. Avec la hausse de l'énergie et des matières premières, les remboursements deviennent des vraies problématiques pour les entreprises, tiraillées entre le souhait de rester compétitives et d'augmenter leurs tarifs, pourtant nécessité absolue pour maintenir leur marge et donc leur pérennité. Le quoi qu'il en coûte a été nécessaire, mais peut-être faudrait-il aujourd'hui cesser cet assistanat qui rend illusoire la pérennité de nombreuses entreprises. Une aide ciblée serait certainement désormais préférable. Mais le problème numéro 1, pour nous, est celui de l'emploi et de la recherche de main-d'œuvre. Ce problème devient structurel, sociétal, le Covid ayant bouleversé la vie des gens et la valeur travail n'a jamais été aussi malmenée. Ce monde change et c'est pour beaucoup de chefs d'entreprise une énigme impossible à résoudre à court terme. Nous sommes les témoins attristés de chefs d'entreprise qui sont à bout de solutions, épuisés et démoralisés, devant l'impossibilité d'embaucher, de se développer et tout simplement de continuer leur activité. Beaucoup rendent les armes et sollicitent des liquidations judiciaires faute de trouver de la main-d'œuvre. Et tous les secteurs économiques sont concernés, tous. Quelle perte de plus-value pour l'économie? Face aux difficultés des entreprises et notamment son endettement, la solution efficace
réside dans leur endettement, pardon. La solution efficace réside dans les procédures de prévention amiable qui sont amenées encore à être plus encouragées. Au niveau national, le chiffre, c'est 78% des procédures amiables en 2022 qui ont été couronnées de succès. À Dijon et devant l'effort engagé par notre tribunal, nous assistons à une augmentation de 142% des mandats ad hoc par rapport à 2021 et 32% par rapport à 2019. 400%, on l'a dit, des conciliations, d'augmentation des conciliations par rapport à 2021 et même 2019. Alors ça signifie quoi? Alors, premièrement, la communication et l'information circulent mieux auprès des chefs d'entreprise grâce aux actions menées par notre tribunal et grâce à l'aide de tous nos relais. Pour en citer certains, la Banque de France, le commissaire au redressement productif, les avocats, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les syndicats professionnels, syndicats patronaux, la Chambre de commerce et d'industrie, j'en oublie certainement, bien sûr, qu'ils me pardonnent. Deuxièmement, cela traduit une grande tension dans les entreprises, dans le remboursement des dettes bancaires. Le phénomène le plus marquant est la demande de plus en plus fréquente de grosses PME, ETI et groupes de sociétés d'une certaine importance. Rassurant de les voir anticiper, mais inquiétant quant à la fréquence croissante de la demande de ces entreprises. Il faut que les chefs d'entreprise n'hésitent pas à venir nous voir. Nous trouvons encore des solutions et toujours des solutions, encore et toujours des solutions pour sauver les entreprises avec des créanciers institutionnels et bancaires plutôt bienveillants en ce moment. La pérennité de beaucoup d'entreprises passe par là. Je voudrais également évoquer l'état psychologique des chefs d'entreprise. Cette succession de crises qu'ils subissent est unique, a entamé fortement leur morale, même si la majorité font preuve d'une résilience remarquable. Le tribunal soutient fortement tout ce qui pourra les accompagner dans les moments difficiles et après. Pour ceci, je me félicite de la création du GPA, Groupement de prévention agréé, qui a pour vocation à aider bénévolement les chefs d'entreprise en difficulté, mais très en amont. Et à l'association 60 000 rebonds, dont le travail remarquable permet à de nombreux dirigeants de rebondir post-liquidation. Je n'oublie pas le SASTI, association locale vers qui nous dirigeons un certain nombre d'entrepreneurs individuels un peu perdus. Tout ceci m'amène bien sûr à considérer qu'il est peut-être urgent et de notre responsabilité morale de créer une antenne APESA à Dijon pour soutenir un soutien psychologique de plus en plus nécessaire dans ces temps difficiles. Alors maintenant, évoquons les états généraux de la justice, dont les travaux concernent pour un volet important, pour nous, l'activité des tribunaux de commerce. Nous ne pouvons que nous réjouir de la confiance sans cesse renouvelée de Monsieur le garde des Sceaux à notre juridiction. Pour preuve, c'est en ces termes, je vais vous lire, qu'il a introduit le volet de la justice commerciale dans son intervention du 5 janvier dernier. Il déclare, s'agissant de la justice économique, le ministère de la Justice, on l'oublie bien souvent, est également le ministère du droit économique et des tribunaux de commerce, qui font la fierté de notre pays et participent à son rayonnement international. Voilà, c'est dit, c'est bien dit, et nous sommes honorés de cette reconnaissance. Alors, sur les premières mesures annoncées, nous soutenons la création à titre expérimental, dans un premier temps, des tribunaux des activités économiques. Ce TAE sera compétent pour connaître de toutes les procédures amiables et collectives, quel que soit le statut et le domaine d'activité des opérateurs économiques concernés. Commerçants et artisans, mais également agriculteurs, certaines professions libérales, les SCI, les associations. Pour ceux qui étaient là, j'avais déjà en 2018 et en 2019 soutenu la proposition de la Conférence générale des tribunaux de commerce qui prônait à l'époque la création d'un tribunal des affaires économiques. Alors ceci pour plusieurs raisons. Bon, la première, de manière procédurale, ça évitera les erreurs de procédure dans le sens où il est souhaitable que le justiciable, acteur économique, soit traité rapidement devant le bon tribunal, ce qui implique d'éliminer le plus souvent des éventuels conflits de compétences qui sont source d'incidents de procédure qui retardent l'issue de cette même procédure. D'autre part, cela permettra d'optimiser le recours au savoir-faire des juges consulaires, là où ils peuvent faire valoir leur expérience de chef d'entreprise et leur connaissance de l'environnement économique.
Le tribunal des affaires économiques pourra devenir le tribunal unique pour l'ensemble des acteurs économiques rencontrant des difficultés au sens du livre 6 du Code du commerce, c'est-à-dire la prévention et les procédures collectives, à l'exception certainement, ce n'est pas encore défini, mais de personnes dont la profession est incompatible avec le mandat de juge consulaire. C'est une formidable reconnaissance de la compétence des juges consulaires en matière de prévention et de procédures collectives. Pour en avoir discuté avec quelques présidents de tribunaux judiciaires, les magistrats professionnels verraient d'un très bon œil cette modification de l'organisation judiciaire. Ceux-ci préféreraient ne plus traiter leur matière qui leur est peu familière pour se concentrer sur leurs autres prérogatives pour lesquelles il manque de temps. Nous aurions pu être favorables également à la mise en place d'une contribution financière des entreprises proportionnelle à l'enjeu du litige et en fonction de la capacité contributive de ces sociétés, ne concernant donc que les gros litiges. Cependant, nous avions demandé que ce timbre fiscal puisse permettre en partie un financement digne de ce nom du fonctionnement des tribunaux de commerce. Cependant, d'après les dernières annonces, cette contribution pourrait venir abonder notamment le budget de l'aide juridictionnelle. Pourquoi pas, mais bon. Espérons que ce prélèvement ne suive pas l'exemple de la vignette automobile. Pour conclure, je voudrais remercier, comme il est d'usage, et tous ceux qui œuvrent à nos côtés. Encore une fois, je me félicite de l'excellence des relations que nous entretenons avec le parquet, avec M. le procureur général qui a toujours été très attentif à nos problèmes et nos besoins. Et je voudrais aussi remercier M. l'avocat général, M. Chassaigne, pour la qualité aussi de son écoute auprès de notre juridiction. Je forme le vœu pour 2023 de pouvoir resserrer les liens avec Madame la Présidente de la Cour d'appel, ainsi qu'avec les magistrats de la Chambre commerciale de cette même Cour. Je voudrais vous remercier, Madame la Première Présidente, pour votre attention et vos remarques constructives sur nos pratiques. Je ne doute pas du tout de votre exigence dans la recherche de l'excellence envers notre juridiction. Ça nous satisfait totalement. Un grand merci également à Maître Bourtoureau, je le vois au fond de la salle, qui a cessé en 2022 sa fonction d'administrateur judiciaire, ainsi qu'à Maître Loiseau pour la qualité de son travail, sans oublier Maître Picard, Audras, Rousselet, Adubol, administrateur judiciaire que nous nommons régulièrement. Merci à Maître Thiebaud, Poinsard, Bissieux, mandataire judiciaire, pour le grand professionnalisme et l'excellence de leur travail au service de la juridiction et des entreprises. Juste un petit mot sur les AJ/MJ. Malgré peu d'affaires à traiter depuis la période Covid, ils ont toujours été présents aux côtés des justiciables, et ceci sans se plaindre, sans bruit. Je voulais leur témoigner notre gratitude. Remerciements également aux mandataires ad hoc, conciliateurs, experts judiciaires, huissiers de justice et commissaires priseurs. Un remerciement spécial à l'ordre des experts comptables et commissaires aux comptes pour nos échanges visant à améliorer la prévention des entreprises en difficulté. Permettez-moi aussi de saluer également M. le bâtonnier, représentant d'une profession essentielle dans la défense du justiciable et dans la bonne marche de notre procédure. Nous nous sommes beaucoup rencontrés en cette année 2022, toujours avec ce souci constant d'améliorer notre fonctionnement. Continuons dans ce sens-là. Merci au personnel du greffe qui maintient un niveau de prestation et de sécurité juridique nécessaire. Le travail du greffe pour les juges et l'organisation d'une justice commerciale est essentiel. Je rappelle la nécessité que nous avons d'avoir une assistance technique et humaine permettant aux juges d'exercer dans des conditions optimales. Au terme de ce bilan de l'activité 2022, j'adresse au nom de la juridiction mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année à vous, mesdames et messieurs, qui avez honoré de votre présence cette audience solennelle. Je constate dans la permanence et la continuité du service l'achèvement des travaux de l'année judiciaire 2022 et l'ouverture de l'année judiciaire 2023. Je vous remercie de votre attention. L'audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce est levée. Merci.
rapide. Il y a un lien qui est parti après en Bretagne. Ouais, pareil. Tout le monde a France Bleu et a Radio France. Il y a du monde. Ça fait 20 ans que je suis, donc je commence à comprendre. On peut parler. Ouais, Antoine. Quand on a débuté sur le local, je me rappelle la forêt, Antoine Barret. Ouais, je le croise depuis 3 fois dans le formé à Canal. L'audience solennelle est ouverte, veuillez vous asseoir. Nombreux. Un personnage essentiel qui est Madame Calandry, qui est la magistrate dont nous allons faire la présentation. Y a-t-il eu un malentendu? Alors, nous avons un petit temps un peu étrange là, de confusion. Madame d'Ancona, on devrait avoir Madame Calandry devant. Alors, il faut dire à décharge de notre organisation, qui semble brouillonne, qu'il est d'usage dans les installations de magistrats que l'on aille chercher le magistrat, on l'installe en face du tribunal avant de l'installer. Mais nous avons prévu plutôt une audience de présentation, auquel cas il était convenu que Mme Calandry, que voilà, serait présente à l'entrée du tribunal. La voici, tout devrait rentrer dans l'ordre. Monsieur le préfet de région, préfet de la Côte d'Or, Madame la première présidente, Monsieur le procureur général, Messieurs les députés, Monsieur le vice-président représentant le président du conseil départemental de la Côte d'Or, Monsieur le général commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, Madame la première adjointe au maire de Dijon, Monsieur le président du tribunal administratif, Monsieur le président du tribunal de commerce, Monsieur le président, Madame la vice-présidente du conseil de prud'homme, Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les partenaires, collaborateurs de la justice, Mesdames et Messieurs, traditionnelle période d'échange de vœux, le mois de janvier est aussi, comme chacun le sait, pour les juridictions judiciaires, le temps du rituel multiséculaire des audiences de rentrée. Si elles sont inscrites dans une tradition fort ancienne de l'Ancien Régime, elles correspondent aujourd'hui à un temps de communication sur l'activité judiciaire de l'année écoulée, voire à des perspectives pour l'année à venir ou les années à venir. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir bien voulu y assister, de bien vouloir y assister, et j'en profite de m'adresser à chacune et chacun de vous, au nom du tribunal et de tous ceux qui y travaillent, mes vœux les plus chaleureux pour cette année nouvelle. Cette audience de rentrée est aussi aujourd'hui une audience de présentation de notre nouvelle collègue, Madame Aline Calandry, qui a été installée au début de ce mois en qualité de vice-présidente chargée de l'application des peines. Monsieur le procureur de la République, vous avez la parole pour une réquisition à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le parquet de Dijon est ravi de vous accueillir comme vice-présidente en charge de l'application des peines dans ce tribunal. On ne peut s'empêcher de penser que les 10 années que vous venez de passer au ministère public sont d'indéniables atouts pour construire avec vous des relations d'efficience et de confiance dans un domaine qui, vous le verrez, est une des priorités de la politique pénale définie ici. À titre personnel, j'en suis également très heureux, puisqu'il nous a été déjà donné l'occasion de vous croiser lors de la première partie de votre vie professionnelle. Et c'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver ici, en Côte d'Or. Tout comme c'est un réel plaisir, Monsieur le Président, que de requérir qu'il vous plaise de bien vouloir inviter Madame Calandry à rejoindre votre tribunal. Merci, Monsieur le procureur. Madame Calandry, vous succédez à Madame Vivier, notre collègue qui a exercé pendant 10 années la fonction de vice-présidente chargée de l'application des peines dans ce tribunal, nommée à présent vice-présidente non spécialisée au sein de la même juridiction où elle travaillera au sein du service des affaires familiales. C'est avec un grand professionnalisme et une disponibilité constante qu'elle a assumé pendant ce long mandat la mission de juge d'application des peines en charge du milieu ouvert
comportant notamment le suivi des détentions à domicile sur subvention électronique, des sursis probatoires, des condamnés en libération conditionnelle, des condamnés peine de travail d'intérêt général, dans une période où cette fonction judiciaire, je crois trop méconnue, a pris une importance croissante dans le processus de traitement des affaires pénales. Cela se traduit, en ce qui concerne les milieux ouverts, par une volumétrie en constante progression, puisque 1678 dossiers sont au cours du 31 décembre dernier, et cela se traduit aussi, messieurs les députés, par une production législative soutenue dans cette matière. Vous allez donc faire face à une lourde charge, en lien avec Madame Hénin, coordonnatrice du service de l'application des peines, elle-même en charge du milieu fermé, et cette lourde charge, vous la compléterez par une participation au service correctionnel, et notamment en présidant certaines audiences de comparution immédiate. Mais vous bénéficierez, pour faire face à cette lourde tâche, de la collaboration d'un chef solide, et aussi, et j'y insiste vraiment, d'un partenariat nourri et confiant avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dont je salue avec plaisir le directeur présent dans cette salle. Ce poste est le premier que vous exercerez au siège, puisqu'en effet vous avez été au parquet pendant 10 ans. Il constitue pour vous donc une découverte, même si le champ du poste sententiel ne vous est pas étranger. Vous avez en effet intégré le corps judiciaire en 2011, après avoir exercé plusieurs postes de direction au sein de l'administration pénitentiaire, et en tout premier lieu en Bourgogne, puisque vous avez été sous-directrice de la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand, et vous avez été directrice ensuite, notamment de la maison d'arrêt de Nice et du centre pénitentiaire de Lannemezan. Ces expériences, bien entendu, celles du parquet, vous seront précieuses pour votre fonction de juge de l'application des peines. J'en profite pour dire que, contrairement à une idée fort répandue, nombre de magistrats rejoignent la magistrature après avoir exercé une autre profession. C'est une vraie richesse, vivifiante et inspirante pour nos pratiques professionnelles. Ainsi, à Dijon, par exemple, figurent parmi les magistrats 3 anciens avocats, 3 anciens directeurs pénitentiaires, vous y sont pris, un ancien inspecteur du travail, un ancien juriste en droit notarial, un ancien directeur de greffe, un ancien professeur, peut-être, j'en oublie, ce qui nous éloigne de l'entre-soi dénoncé par certains. Madame Calandry, je suis très heureux de vous compter parmi nous et vous invite à nous rejoindre si toutefois vous parvenez à frayer un chemin, ce qui ne va pas être très simple, mais vous devriez parvenir en passant derrière ce pupitre et le parquet, dans sa cravate au pied, va vous ménager un passage qui n'est pas aisé. Pourquoi finalement on dit qu'on n'est pas nombreux chez nous, peut-être qu'on est un peu trop nombreux, pour pouvoir faire face à ce genre de contraintes. Monsieur le procureur de la République, vous avez à nouveau la... Ah, je crois que j'ai oublié quelque chose d'important. Je ne vais pas donner lecture à madame, je n'ai pas donné la parole à madame de greffe pour qu'elle donne lecture du décret de madame Calandry, déjà installé, mais qui vient d'être présenté. Il est bon de le faire à présent, madame la directrice. Par décret du président de la République en date du 21 décembre 2022, vu l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, est nommé près le tribunal judiciaire de Dijon pour exercer les fonctions de vice-présidente chargée de l'application des peines, madame Aline Calandry, vice-procureure près le tribunal judiciaire de Draguignan. Merci beaucoup, madame la directrice. Monsieur le procureur, je vous donne donc cette fois-ci à nouveau la parole. Merci, monsieur le président. Lorsqu'il a lancé les États généraux de la justice à Poitiers, le président de la République a déclaré, je le cite, « Une démocratie où on laisse la défiance s'installer, la justice être attaquée, est une démocratie qui sape ses propres fondements. » Oui, mesdames et messieurs, la justice est un pilier de notre démocratie. Elle en est même le miroir. Oui, s'en prendre à elle, c'est amoindrir la confiance de nos concitoyens dans leurs institutions et fragiliser la République. Il est de ma responsabilité, il est de notre responsabilité d'expliquer la justice, de la montrer à voir, de la défendre et de faire en sorte qu'elle se hisse à la hauteur des attentes de nos concitoyens sans jamais renier les principes qui la guident. Aujourd'hui encore, il me faudra vous dire combien en ces murs, les magistrats,
fonctionnaires, contractuels et collaborateurs occasionnels de la justice s'engagent chaque jour pour que, pour reprendre à nouveau les mots du président de la République, la justice ne soit pas simplement un principe, mais un vécu. Je ne veux pas nier les difficultés de notre institution. Je ne veux pas davantage occulter son manque de moyens. Je vous affirme que les États généraux de la justice doivent avant tout être les États généreux pour la justice. À cet égard, les annonces faites récemment sont de nature à nous rassurer sur la prise en compte de la question des moyens et l'impérieuse nécessité de la régler. À titre d'illustration, je peux vous indiquer qu'à cet instant même, le taux de vacance de postes dans mon parquet est de 27%, plus du quart de l'effectif. Il est fort heureusement compensé par le renfort de magistrats placés, ce qui le ramène à 7%, et je vous remercie, Monsieur le procureur général, pour ce soutien. Nous sommes pleinement conscients qu'il mobilise la totalité des ressources dont vous disposez actuellement, et que cela se fait nécessairement au détriment des autres parquets de la Cour, mais vous n'en ignorez rien, il demeure à ce jour indispensable à notre fonctionnement. Et je ne peux pas laisser dire ici qu'ici, au tribunal judiciaire de Dijon, la justice est exempte. Laissez dire qu'elle n'a pas les moyens de fonctionner ou de remplir son office. Laissez dire que ceux qui la servent avec passion ont perdu le sens de leur métier et de leur mission. Laisser dire cela, ce serait non seulement erroné, mais ce serait aussi dangereux. Ce serait admettre que la justice faillit au rôle social qui lui est dévolu, et ce serait cautionner des modes alternatifs et non républicains de résolution des conflits ou des problématiques sécuritaires. Non, je veux vous dire qu'ici, au tribunal judiciaire de Dijon, la juridiction se mobilise et s'est sans doute mobilisée en 2022 comme rarement. Quelques chiffres, sans vous en assommer, parce que vous les retrouverez dans la plaquette que vous avez trouvée sur vos sièges. Les alternatives aux poursuites, pour les majeurs comme pour les mineurs, se sont encore développées en contenu. Et la baisse du nombre des affaires nouvelles est à ce titre trompeuse, car elle traduit notamment la disparition du rappel à la loi et un effort sans précédent de traitement des affaires anciennes pour ramener stock et délai à des niveaux compatibles avec les attentes de la justice de proximité. La contribution citoyenne a vu le jour en 2022 en Côte d'Or. C'est une mesure symboliquement très intéressante, prononcée à 70 reprises cette année, et qui consiste à faire payer par l'auteur d'une infraction pénale une somme qui revient à France Victime 21, une sanction donc, mais aussi une participation financière dans l'intérêt des victimes de ce département. Près de 1000 stages alternatifs ont été ordonnés au cours de l'année écoulée. Sensibilisation aux violences conjugales, aux dangers de stupéfiants, stages de citoyenneté, de sécurité routière, d'hygiène alimentaire, autant de mesures à visée éducative, immédiatement exécutées, sans audience publique et sans délai. Plus de 100 mesures de travail non rémunérées ont été prononcées et davantage encore d'interdictions imposées à des auteurs. Interdiction d'entrer en contact avec une victime, interdiction de paraître sur les lieux d'une infraction. Toutes ces mesures, mesdames et messieurs, permettent d'apporter des réponses effectives sans saisir le tribunal. Elles reposent beaucoup sur les 10 délégués du procureur de la Côte d'Or que je souhaite ici remercier sincèrement. Ils ont traité une moyenne de 260 procédures par mois en 2022 contre 215 en 2021. Et la moitié de ces procédures ont été traitées hors les murs du tribunal judiciaire de Dijon, mais à la MJD de la Côte d'Or, à Chenôve, à Beaune, à Montbard ou à Is-sur-Tille, conformément là encore à l'engagement pris dans le cadre de la justice de proximité. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'aujourd'hui même, le tribunal de Montbard retrouve une activité pénale avec une audience du tribunal de police des 4 premières classes qui est délocalisée pour que la justice soit rendue au plus près de ceux à qui elle s'adresse. Je souhaite également remercier mes collègues du siège et du parquet et les fonctionnaires de la chaîne pénale pour leur engagement.
Avec plus de 1300 jugements correctionnels rendus en 2022, la juridiction de Dijon inverse la tendance globale à la baisse des décisions rendues observée depuis 2018. Cet effort est d'autant plus remarquable que le tribunal correctionnel est saisi d'affaires toujours plus complexes et contestées, puisque les procédures les plus simples, pour des faits reconnus, sont orientées vers les alternatives que nous venons d'évoquer ou vers la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui augmente elle aussi et dont le nombre bat également un record. Tous ont été notamment mobilisés sur le quasi-triplement des CRPC homologués sur déferment, gage à nouveau d'une justice rapide, acceptée et dont les décisions sont immédiatement exécutées. L'instruction n'est pas en reste, car pour la première fois depuis 2016 au moins, le nombre de dossiers terminés a été supérieur aux entrées, permettant de grignoter un peu sur l'impressionnant stock d'affaires en cours et battant un record du nombre d'affaires terminées, grâce notamment au renfort ponctuel d'un 4e cabinet d'instruction consenti fin 2021 et début 2022 dans le cadre d'un contrat d'objectif, et à l'engagement du parquet dans le règlement des dossiers dans des proportions jamais connues. C'est la preuve, s'il en était besoin, qu'avec un peu plus, on peut faire beaucoup mieux. Le tribunal pour enfants a quant à lui parfaitement intégré la réforme du Code de justice pénale des mineurs, au point de faire de Dijon une juridiction de référence en la matière, qui sera visitée la semaine prochaine par une mission parlementaire en lien avec le barreau et la protection judiciaire de la jeunesse, qui se sont totalement mobilisés, et alors que notre parquet mineur est désormais membre d'un groupe de travail national sur ce sujet. L'application des peines, enfin, qui fait face au bloc peine et aux attentes en matière de régulation carcérale, domaine dans lequel la juridiction dijonnaise peut également être qualifiée d'exemplaire. Je ne citerai que la hausse de 77% des peines de travail d'intérêt général prononcées en Côte d'Or l'année dernière, quand la moyenne nationale enregistre une baisse de 17%, ou le taux d'aménagement des courtes peines fermes, tant par le tribunal correctionnel que par le juge de l'application des peines, qui sont eux aussi désormais supérieurs à la moyenne nationale. Nos excellentes relations avec le SPIP de Côte d'Or et la maison d'arrêt de Dijon expliquent aussi ces bons chiffres. Nous démontrons ici que la conjonction de services pénitentiaires volontaristes et de qualité, avec une autorité judiciaire investie, peut donner de significatifs résultats et que la surpopulation carcérale n'est pas une fatalité. J'espère vous convaincre qu'au-delà de ces difficultés, au-delà des marges de progression qui demeurent et qui sont grandement en fonction des moyens, la justice pénale fait face en Côte d'Or. Qu'elle a fait face en 2022 avec détermination et succès, et qu'elle s'attachera à poursuivre cette action. Une action menée à vos côtés, Monsieur le Préfet. Depuis votre arrivée, je peux même dire avant même votre arrivée, vous vous êtes attaché à associer le parquet à vos interventions résolues en faveur de la sécurité de nos concitoyens. J'y suis très sensible, mais suis également convaincu de la pertinence de votre démarche. Ni les habitants de la Côte d'Or, ni les forces de sécurité intérieure, en général, messieurs les directeurs, ni les élus de ce territoire ne nous pardonneraient une quelconque concurrence ou incohérence dans les actions administratives et judiciaires. Or, nous avons collectivement de grands combats à mener. La mère des batailles, pour reprendre vos termes, Monsieur le Préfet, est celle que nous menons au quotidien contre les stupéfiants. Face au trafic, face au blanchiment, face aux violences et règlements de compte qu'ils induisent, nous sommes tous mobilisés et devons répondre à tous les stades, du consommateur aux trafiquants de haut vol qui pilotent les points de deal et en tirent profit. L'incarcération, mais aussi l'interdiction de séjour et la saisie des produits et des avoirs criminels sont autant de coups portés et autant de coups gagnants. Ils ont été nombreux en 2022, mais nous savons que l'adversaire est coriace et que ses fantassins sont interchangeables. Cela nous renforce dans notre détermination à combattre ce fléau. La lutte contre les violences conjugales continuera à nous mobiliser pleinement et la visite ici même du président de la République le 25 novembre dernier
n'a fait que tous nous conforter dans la nécessité de poursuivre nos efforts dans ce domaine, même si, à la suite du Grenelle, ils avaient déjà été considérables. Je redis à ce titre, comme nous l'avions exprimé devant lui, que la création de juridictions spécialisées n'est pas une fausse bonne idée, mais une vraie mauvaise idée. Elle risque de casser les dynamiques locales mises en œuvre, de nuire à la circulation de l'information qui, en la matière, est le nerf de la guerre, d'éloigner professionnels et justiciables. Au-delà des violences conjugales, nul doute que la prise en charge des enfants, qu'ils soient victimes d'infractions ou en danger, qui impose, elle aussi, un travail partenarial et une action pluridisciplinaire où la justice a un rôle central à jouer, sera érigée nationalement et localement en priorité de politique pénale. J'ai été sensible, Monsieur le procureur général, aux propos que vous avez tenus en ce sens la semaine dernière à l'occasion de la rentrée solennelle de votre cour. Enfin, si ce n'est pas la mère des batailles, ni dans notre ressort à la façade maritime réduite la bataille de la mer, la lutte contre les atteintes à l'environnement sera essentielle pour pour la survie de nos conditions de vie et la préservation de la biodiversité. Le parquet de Dijon s'implique avec force dans ce combat cardinal, là encore, dans une logique partenariale et coordonnée. Je suis convaincu que si chacun prend sa part, nous pouvons inverser une tendance mortifère. La cité judiciaire, dans son ensemble, est d'ailleurs engagée depuis 2022 au moins dans une logique de développement durable qui conduira cette année et l'année prochaine à la fois à de grands travaux et à de petits gestes en faveur de l'environnement. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, je l'espère, la justice dijonnaise peine. Elle peine, mais elle tient. Mieux, elle avance. Elle avance en espérant le faire vers des jours meilleurs et en veillant à offrir à nos concitoyens le service qu'ils sont en droit d'attendre. Elle avance grâce à ses partenaires que vous êtes et grâce aux femmes et aux hommes qui la servent avec passion et détermination. À tous, et notamment aux membres de mon parquet, je veux faire part de ma gratitude. Elle avance aux côtés des forces de sécurité intérieure, dont je souhaite ici à nouveau souligner l'action pour répondre aux actes de délinquance commis sur notre territoire le plus rapidement et le plus complètement possible, tout en résorbant les procédures les plus anciennes dans la perspective de l'entrée en vigueur dans quelques mois du délai butoir de 2 ans. Elle avance avec les avocats de ce barreau pour que cette réponse s'inscrive dans le cadre absolu du respect des libertés individuelles. Elle avance parce que si elle ne le fait pas, c'est la démocratie qui recule. Merci, Monsieur le procureur de la République. Il est de coutume, lors des audiences de rentrée, à Dijon comme ailleurs, de souligner auprès d'un auditoire, certes toujours attentif, mais parfois aussi un peu lassé, les difficultés de tous ordres dans lesquelles se débat la juridiction. J'ai moi-même sacrifié avec constance à cette pratique, tant il est difficile en effet d'admettre qu'un tribunal ne dispose pas du niveau minimal de ressources humaines nécessaires pour rendre convenablement la justice, ressources humaines en magistrat comme en greffier. Ainsi, par exemple, depuis 2016, l'effectif de magistrats du siège localisé, c'est-à-dire allocation budgétaire, n'a jamais été atteint. Je n'entends pas aujourd'hui m'appesantir sur la question des moyens. L'ampleur du plan d'action issu des états généraux de la justice présenté par le garde des Sceaux, qui devrait se traduire en ce qui concerne les services judiciaires par la création d'ici à 2027 de 1500 emplois de magistrats et 1500 emplois de greffiers, atteste certainement de la prise de conscience par les pouvoirs publics de l'acuité de la situation désormais connue de tous, imposant une forte ambition qui doit être inscrite dans la durée. Je veux remercier très chaleureusement tous ceux, magistrats, greffiers, fonctionnaires et contractuels, qui se mobilisent tout au long de l'année, ici, pour que soit rendue une justice de qualité. Ils y déploient leur expertise, leur énergie, leur engagement, leur réflexion et aussi leur humanité.
Mes remerciements vont aussi aux très nombreux services, partenaires institutionnels et associatifs représentés ici, sans l'intervention desquels notre action serait vaine. Je me félicite de la qualité des liens tissés au travers de nombreux protocoles ou conventions, mais aussi et surtout dans le quotidien de la vie judiciaire, et en tout premier lieu avec les avocats. Monsieur le bâtonnier, vous savez, j'apprécie particulièrement le climat de confiance et de franchise qui prévaut dans notre dialogue institutionnel. Quelques brefs éléments, très brefs éléments à présent, en complément des données chiffrées qui vous ont été remises. Concernant l'activité civile, nous pouvons relever une baisse significative du nombre de décisions civiles rendues, tant en ce qui concerne le contentieux civil général que celui des juges des contentieux de la protection. Ça s'inscrit dans une, mais c'est également vrai pour le contentieux de la sécurité sociale, cette baisse s'inscrit dans une baisse du nombre de procédures nouvelles qui correspond à une tendance nationale. La diminution du nombre d'ouvertures de procédures collectives observée en 2020 et 2021, à l'instar de ce qui s'est passé ce qui se passe dans le tribunal de commerce, s'inscrit dans le contexte des dispositifs mis en œuvre au regard de la crise sanitaire, et nous n'avons pas non plus observé à ce stade de reprise de volumétrie. L'augmentation soutenue du nombre de décisions du juge des libertés et de la détention en matière civile, le chiffre sous les yeux qui est très important, et qui résulte notamment de la mise en œuvre dispositif de contrôle des mesures d'isolement et de contention mise en œuvre à compter du 1er mars 2022. Nous pouvons relever également le nombre de mesures de protection en cours pour l'ensemble du ressort, il y a de 7041 dossiers. Je ne sais pas ce que ça représente dans l'esprit du départ, mais c'est très important. Et je suis heureux de voir qu'il se stabilise à un niveau qui est certes conséquent, mais qui est stabilisé, alors qu'il y a eu pendant de très nombreuses années des augmentations de À la suite du procureur de la République, je voudrais observer en ce qui concerne l'activité pénale que, particulièrement chargé, le service de l'instruction a pu en effet, malgré un nombre de dossiers par cabinet dont je dois dire qu'il est hors norme, diminuer légèrement son stock dans le contexte du contrat d'objectif auquel le procureur de la République a fait allusion, mais aussi aux efforts très soutenus des magistrats et des greffiers qui travaillent dans ce service qui est vraiment en grande difficulté. Je voudrais relever aussi, comme le procureur l'a fait, le nombre très élevé la progression du nombre de condamnations et de peines de travail d'intérêt général, qui, je dois dire, me réjouit beaucoup compte tenu de l'efficacité de cette peine en termes de prévention de la récidive, même si j'ai un regret, partageant dans d'autres enceintes, qui est que la possibilité pour la juridiction de prononcer une peine de travail d'intérêt général long, c'est-à-dire jusqu'à 400 heures, ne soit pas encore réellement entrée en action, alors pourtant que c'est une dimension insertion qui est très précieuse, mais je pense que nous allons progresser dans ce domaine. Je relève enfin, mais je l'ai déjà dit, que le nombre de dossiers suivis par le juge de l'application des peines en milieu ouvert continue de progresser. D'une manière générale, même si ça ne figure pas sur les données qui vous ont été remises, la juridiction reste confrontée à une problématique de délai de traitement élevé. C'est vrai en matière pénale, mais c'est vrai peut-être plus encore en matière civile et familiale, outre l'instruction. Cette problématique de délai ne pourra pas être résolue à brève échéance. Les recrutements massifs que j'évoquais précédemment ne pourront en effet produire d'effets tangibles dans les juridictions que progressivement, à l'échelle de plusieurs années, et c'est les temps de formation qui seront nécessaires. En revanche, le recrutement de contractuels, et plus particulièrement de juristes assistants et de chargés de mission, constitue déjà un précieux appui auprès des magistrats. Il constitue, avec les greffiers, l'équipe autour du magistrat, dont les conclusions des États généraux de la justice, conduits sous l'autorité de Jean-Marc Sauvé, préconisent le déploiement. Ici même, les juristes assistants et les assistants de justice qui préparent des projets de jugement ou établissent des rapports contribuent avec efficacité dans les services dans lesquels ils sont affectés à la production judiciaire. De même, les chargés de mission dont nous bénéficions désormais réalisent des tâches dans lesquelles précédemment nul ne pouvait s'investir suffisamment. Par exemple, en matière de communication institutionnelle, d'accès au droit ou d'articulation entre les services. La table ronde organisée dans cette salle
en présence du président de la République le 25 novembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, a pu ainsi montrer la pertinence et la cohérence de l'intervention de la chargée de mission violences intrafamiliales pour la cohérence des réponses judiciaires, la circulation de l'information et les liens entre les nombreux partenaires de cette thématique. Aussi faut-il poursuivre, j'en suis convaincu, le recrutement de collaborateurs contractuels, dont le statut devra être consolidé puisqu'il est un peu précaire pour l'instant, leur ouvrant des perspectives en parallèle à l'indispensable abondement en effectifs de magistrats et de greffiers. J'espère vivement d'ailleurs de nouveaux recrutements pour ce tribunal dès cette année. La présentation du plan d'action par le garde des Sceaux, au-delà de la thématique des moyens budgétaires déjà évoquée, a mis l'accent sur la justice civile, souvent oubliée des médias et des débats sur le fonctionnement de notre justice, alors qu'elle traite de questions essentielles, touchant par exemple, en ce qui concerne le seul tribunal judiciaire, à la rupture des couples et à leurs conséquences pour les enfants, aux mineurs en danger, aux majeurs sous régime de protection, aux droits des contrats, de la responsabilité, aux droits de la construction, aux baux, aux successions. C'est évidemment une énumération qui n'est pas exhaustive. Cette justice, comme la justice pénale, est parfois plus qu'elle confrontée à des questions de délai, de traitement très élevés, trop élevés, incompréhensibles pour les parties au litige, voire insupportables. Et nous en avons quelques échos. De plus, le jugement rendu, pour peu qu'il aboutisse, en tenant compte d'un éventuel appel, parfois de pourvoi en cassation, le jugement rendu, s'il a donc le mérite de trancher le litige dont le juge est saisi, par application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne va pas nécessairement mettre fin au conflit qui oppose les parties et qui souvent rebondit. Or, l'office du juge n'est pas seulement de trancher le litige, il entre dans sa mission, nous dit l'article 21 du même code, comme en miroir de l'article 12 précédemment cité, de concilier les parties. On peut dire, avec le philosophe Paul Ricoeur, que le juge répond alors à une finalité longue de l'acte de juger. Le jugement, alors, contribue à la paix publique. Au tribunal judiciaire de Dijon s'est peu à peu élaboré une politique judiciaire, des modes amiables de règlement des différends, conciliation et médiation en matière familiale, mais aussi devant les chambres civiles et au référé. Je suis très heureux, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'observer que cette culture, cette acculturation des modes amiables intéresse aussi beaucoup la juridiction commerciale. Cette pratique, donc, du tribunal judiciaire s'inscrit dans une dynamique partenariale avec le Centre de médiation de la Côte d'Or, avocat médiateur, le Centre notarial de la médiation, les organismes de médiation familiale, les médiateurs familiaux libéraux, et ceci de plus en plus, je crois pouvoir le dire, l'adhésion des avocats et des juges, respectivement accompagnateurs et prescripteurs de la médiation judiciaire. Aussi le souhait du garde des Sceaux de s'inspirer du règlement amiable mis en œuvre au Québec depuis de nombreuses années et de la césure du procès civil qui a cours aux Pays-Bas et en Allemagne suscite pour moi et pour nous, je crois, un grand intérêt. Le règlement amiable québécois est confié à des magistrats chevronnés ayant bénéficié de formations pointues à la médiation. Oui, parce qu'être médiateur, c'est exercer un métier, qui sont saisis en vue de favoriser la recherche d'un accord entre les parties et leurs avocats. Une juge québécoise soulignait lors du lancement de la politique de l'amiable au ministère de la Justice le 13 janvier dernier que dans cette procédure, je cite, « Le rôle d'un juge, c'est d'être un facilitateur, un agent de communication. Il doit tenter de pénétrer à l'intérieur du conflit et de trouver des pistes de solutions. Faire comme au Québec, où la culture du consensus et de l'amiable est profondément ancrée, c'est s'engager, compte tenu de notre propre culture, dans un parcours au long cours de formation, d'acculturation et d'expérience, et non pas de la seule efficacité au sens managérial du terme. Je me réjouirais très profondément si notre système judiciaire devait s'inscrire, mais j'espère qu'il le fera, dans une telle démarche complémentaire à l'action déployée ici comme ailleurs par tous les acteurs de la médiation conventionnelle ou judiciaire
et deux autres modes alternatifs de règlement des différends, et notamment la conciliation et la procédure participative que nous espérons, M. Bâtonnet, voir se développer. Quant à la césure du procès civil entre décision du juge sur le principe, la responsabilité par exemple, et suivi d'une phase obligatoire de médiation pour les conséquences, c'est une pratique qui semble avoir fait ses preuves, en effet, aux Pays-Bas et en Allemagne, mais qui supposerait, je pense, une réflexion très approfondie, une expérimentation nourrie et une mobilisation de tous les acteurs du procès civil pour s'imposer dans notre posture. Il me semble que c'est une échéance qui ne peut pas intervenir immédiatement, qui s'inscrira dans une certaine durée. Rendre la justice, en tout cas, au pénal comme au civil, cela suppose toujours pour le juge de s'investir dans un espace de parole, d'écoute des parties et de leurs avocats, puis de délibération. Pas de justice sans parole. Le magistrat essayiste Denis Salas le dit tellement mieux que je ne pourrais le faire, et je le cite une nouvelle fois parce que je l'ai déjà cité dans cette même enceinte. Voilà ce que dit Denis Salas. Le juge entend les parties en leur ouvrant un espace de parole. C'est un faiseur de paix, au sens où il est l'homme, ou la femme, du face-à-face et de la coprésence. Sa fonction anthropologique est de restaurer le lien social brisé par le conflit. Il pacifie, c'est-à-dire qu'il refroidit les passions, noue et renoue les liens qui tiennent la société. Cela prend du temps, ajoute-t-il, mais là est l'essentiel du métier. Au terme de cette audience, et désireux de ne pas céder à la morosité et au pessimisme ambiant, je fais mienne la formule de Camus. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Je souhaite que cette formule puisse également vous accompagner. Le tribunal donne acte à Monsieur le procureur de la République de ses réquisitions, constate qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article R111-2 du Code de l'organisation judiciaire et dit que du coup il sera dressé le procès-verbal pour être placé au rang des actes du tribunal. Monsieur le procureur de la République, avez-vous d'autres réquisitions? Pas de justice sans parole, Monsieur le Président, mais je crois avoir tout dit. Je n'ai pas d'autres réquisitions. Merci beaucoup, Monsieur le procureur, pour cette dernière intervention. Je vous invite à présent, au nom du tribunal et de 3 juridictions, à nous retrouver au 4e étage, d'une manière moins formelle, pour un temps d'échange et de convivialité. L'audience est levée.